Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve de nouveau pour un nouveau cours qui s'inscrit cette fois-ci dans le cadre de la formation de Master 1, sciences du langage toujours. Alors, le cours s'intitule Analyse de discours. C'est un module que vous aurez désormais en Master 1, S1 et S2. Vous aurez désormais, il y a analyse de discours S1 et analyse de discours S2. Bien sûr, donc nous avons un cours d'analyse discours pour la classe de master 1, pragmatique linguistique et analyse discours. Donc, pour rappel, c'est notre master qui s'intitule pragmatique linguistique et analyse discours. On le rappellera jamais assez. Donc, c'est le master que vous suivez. Voilà, s'insère dans le cadre, si vous voulez, théorique ou champ domanial de la pragmatique et de l'analyse discours. Comme toujours, c'est M. Abdelwahid Khalifa qui présente le cours. On y va. Donc, pour commencer, Donc on y va. Pour commencer, une petite introduction. Alors dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de présenter un petit peu le champ général dans lequel s'inscrit toute la formation. Puis on passera après à la présentation du module. Donc le master pragmatique linguistique et analyse discours, c'est une formation qui s'inscrit dans le champ des sciences du langage. Ça c'est clair, hein. Il a été installé au département de français de la faculté des lettres et des langues étrangères au département de langue française de l'université Ahmad Midi au titre de l'année universitaire 2013-2014, le lancement pour la première année de ce master. C'est en fait le prolongement naturel de la formation licence langue française en sciences du langage. À l'époque, le système LMD proposait un cursus de licence en deux phases, 4 semestres, et une formation commune de 2 semestres, 4 semestres de formation commune plutôt, et 2 semestres de formation spécialisée, dont l'une des options SDL didactique ou texte littéraire. Donc, les modules qui composent les unités fondamentales de ce master, donc, nous avons les modules sont analyse de discours, ça s'inscrit dans la formation, ça s'inscrit plutôt pardon, dans la formation fondamentale. Nous avons dans ce cours d'analyse de discours, nous avons une présentation générale de l'analyse de discours, nous avons une définition qu'on va voir avec le développement du cours. Nous avons l'analyse discours et le corpus, on va parler de ça énormément, et l'analyse discours et la typologie des textes. Ça, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu le contenu que nous allons arborer tout le long de ce cours. Voilà. Donc, présentation générale. Donc, on commencera par présenter les notions fondamentales qui constitueront notre cours. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire présenter les notions fondamentales dont nous aurons besoin dans le développement de notre cours. Donc, on va commencer par le structuralisme, Saussure pour en faire le distinguo, si vous voulez, langue-parole. Alors, les fameuses dichotomies saussuriennes. Alors, juste pour commencer, alors ça c'est très important, on va le revoir après. La définir, c'est pas la définir, mais le terme ou la notion de parole et la notion de discours représente un petit peu, ou sont, si vous voulez, des notions synonymiques. Alors, on disait parole, on employait le terme parole dans le structuralisme, maintenant on dit beaucoup plus discours, donc c'est la même chose. Langue-parole. Donc la langue se définit généralement comme un produit social, un système, un ensemble de lois, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cela, je vais juste en faire une présentation, si vous voulez, rapide. Donc, de censure vous dit l'ensemble des habitudes linguistiques qui permettent à un sujet de comprendre et de se faire comprendre, généralement. Alors, la parole, pour sa part, constitue la mise en fonctionnement, la matérialisation ou la réalisation du système. Donc, vous avez la langue et sa réalisation. Sa réalisation, c'est la parole. Voilà. Donc, la langue, on vous dit, est sociale. Qu'est-ce que nous voulons dire par la langue est sociale? Ou même collective, on emploie le terme collectif, alors que la parole est individuelle. Là, on est toujours dans les dichotomies. Alors, quand on dit la langue est sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, cela revient à dire qu'elle est partagée par l'ensemble de la masse parlante. Tous les locuteurs d'une communauté partagent le même système, c'est-à-dire la même langue. Donc, vous dites, la langue existe dans la collectivité sous la forme d'une somme d'empreintes déposées dans chaque cerveau. Et donc, une langue, plus une langue, plus une langue, plus une langue, plus une langue, ça va donner quoi? Une langue. C'est pour ça qu'on dit un modèle collectif. C'est-à-dire tous les sujets parlants, constituant la masse parlante, tous les sujets parlants disposent de la même langue, du même système. Alors la langue, attention, je voudrais m'arrêter sur ce point, je l'explique à chaque fois aux étudiants. Le mot langue, c'est pas, le terme ne désigne pas, si vous voulez, la traduction ukutnuk, si vous voulez, de langue, l'aura. C'est pas la même chose. Le mot ou la notion de langue, chez le structuraliste, ça veut dire tout simplement le système. C'est l'ensemble des lois et des règles qui sous-tendent l'outil de communication qui est l'aura. Donc, ce n'est pas la même chose.
Alors, de quelle manière la parole est-elle présente dans cette même collectivité? Elle est la somme de ce que les gens disent. Une parole, c'est quoi? Une parole du premier locuteur, deuxième parole du deuxième locuteur, troisième parole du deuxième locuteur, quatrième parole. Ça va donner X paroles, plusieurs paroles. Pourquoi? Parce que la parole est individuelle, elle n'est pas collective. Donc c'est pour ça aussi ce que ça veut dire. La langue est sociale, c'est-à-dire elle est présente dans toute la masse parlante. C'est chaque individu de la masse, chaque sujet de la masse parlante, il a la même langue, pardon, c'est-à-dire le même système. Quand on dit la parole est individuelle, à la production, si vous voulez, à la réalisation de la langue, chaque sujet parlant va réaliser d'une façon individuelle. Et donc, c'est pour cela qu'on dit la parole est individuelle et sociale. De toute façon, si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser sur la plateforme. On sera très ravis de réagir par rapport à cela. Donc, la langue est abstraite, la parole est concrète. Ça, c'est le deuxième distinguo. Alors, la langue est abstraite, bah, c'est tout simplement ce que signifie le mot abstrait, d'accord, au contraire de matériel, par fonctionnement des facultés réceptives et coordinatives que se forment ou qui se forment chez les sujets parlants, les empreintes qui arrivent à être sensiblement les mêmes chez tous. Alors là, c'est deux sauf. Alors, on vous dit les images acoustiques individuelles structurées ou un segment abstrait appelé phrase et pragmatique intégrée, dont la pragmatique intégrée chez du. Alors, il faudrait savoir que la dichotomie abstrait-concret, une dichotomie très prisée, très développée dans le domaine des sciences du langage, surtout dans le domaine de la pragmatique, parce que vous allez voir après chez Ducrot, on va parler de langue et de parole, on va parler aussi de phrases et de d'énoncés. C'est pas la même chose, phrase et énoncé, et c'est à partir à la lumière de la distinction que fait de Saussure qu'on va développer, ou chez Ducrot, on va développer, si vous voulez, la dichotomie phrase-énoncé. Voilà. Donc, on vous dit la langue, elle est abstraite, la parole, elle est concrète. De toute façon, la parole se définit comme la réalisation de la langue, le système. Et donc, une fois que l'appareil phonatoire se met en marche, il va produire quoi? Il va produire des suites sonores associées à du sens, bien sûr. Et ces suites sonores sont, bah, automatiquement et physiquement parlant, sont concrètes. Alors, cet aspect concret n'est que la réalisation d'un autre aspect qui était abstrait, celui de la langue. Avant, si vous voulez, avant l'articulation, avant l'acte de fondation. 3, nous avons la langue est essentielle, la parole est accessoire. Alors attention, là, c'est un critère beaucoup plus structuraliste qui a été, on va voir que ce critère va être renversé dans notre domaine, surtout dans la pragmatique. On va voir après que la langue et la parole, les deux sont essentiels. Hein. La parole n'est pas accessoire. Pourquoi? Parce que je vais l'expliquer dans un instant. Pour vous dire que dans notre spécialité de master, on s'inscrit beaucoup plus du côté de la parole. Vous allez le voir dans un instant. Suivez, vous allez voir. Donc la langue est essentielle, la parole est accessoire. Ça, c'est beaucoup plus Saussure. Hein. Il s'agit de l'objet d'étude de l'intérêt de la linguistique structuraliste. Selon Saussure, hein, faire la distinction entre la langue et la parole, c'est séparer l'essentiel de l'accessoire. En effet, pour les structuralistes, la linguistique a pour objet d'étude la langue, envisagée en elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire, bah, si vous voulez, la parole est tout simplement marginalisée. Bah, si vous lisez un petit peu le livre de CLG, cours de linguistique générale de Saussure, vous allez voir à un moment donné, lorsqu'il présente la linguistique interne, la linguistique externe, et vous dire que la linguistique externe n'est pas totalement zéro intéressante, mais bon, vous dire c'est pas aussi intéressant que la linguistique interne, c'est-à-dire la langue. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur le premier schéma. Donc, les domaines couverts par la linguistique générale. Alors, la linguistique générale, qu'est-ce qu'elle étudie? Donc là, sur cet axe, j'ai un axe qui est, si vous voulez, réparti ou divisé en deux parties. Qu'est-ce qui divise l'axe en deux parties? C'est l'énonciation, la phonation ou la parole, la production de la parole. Là, c'est lorsque l'appareil phonatoire se met en marche. Avant que l'appareil phonatoire se mette en marche, nous avons le domaine de la langue, c'est le domaine des systèmes, des règles, etc. Une fois que l'appareil phonatoire se met en marche, il produit du matériel. Là, on est dans le domaine de la parole. Je vais vous donner un deuxième schéma qui explique un petit peu mieux, si vous voulez, les choses. Voilà. Donc, la linguistique générale se répartit en deux principales branches. Nous avons la linguistique de la langue et la linguistique de la parole. La linguistique de la langue a pour objet d'étude la langue, c'est-à-dire le système. La linguistique de la parole a pour objet d'étude la parole. C'est quoi la parole? C'est tout simplement le discours. Et donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les étudiants se demandent la question pourquoi on fait cette présentation, pourquoi on fait tout ce détour. Je vous dis, c'est incontournable. On ne peut pas faire un cours en analyse de discours, si vous voulez, sans passer ou revenir sur les fondamentaux. Alors, quand vous dites analyse de discours, en fin de compte, c'est analyse de quoi? Analyse tout simplement de la parole. Quand on utilise la terminologie, si vous voulez, saussurienne. Et donc, de savoir une chose, la linguistique générale, elle a deux branches. Nous, dans notre master, si vous voulez, c'est beaucoup plus ici.
dans la deuxième branche de la linguistique. C'est la linguistique de la parole. Donc, dans la linguistique de la langue, vous pouvez poser la question, mais monsieur, qu'est-ce qu'on trouve dans la linguistique de la langue? Il y a plein d'objets. Vous avez tout ce qui concerne le système ou les règles. Vous avez la grammaire, la syntaxe, elle fait partie. C'est une sous-branche de la linguistique de la langue. Vous avez la lexico, c'est une branche, une sous-branche. Vous avez, qu'est-ce que vous avez aussi? La lexico, la syntaxe. La lexico, la syntaxe, vous avez même la sémantique aussi. Ça fait partie de cette branche. Plein de choses. Donc, tout ce qui concerne le système ou les règles. Voilà. Donc, j'arrive au point le plus important de mon cours. Donc, c'est ce schéma qui m'intéresse le plus. La linguistique générale se répartit en deux branches, deux domaines. La linguistique de la langue, la linguistique de la parole. Votre master, pragmatique analyse discours, est ici. On est dans la deuxième branche. Voilà. Donc, la linguistique interne, linguistique externe, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par linguistique interne, linguistique externe? C'est tout simplement linguistique de la langue, linguistique de la parole. Parce que la linguistique de la langue, chez les structuralistes, elle est qualifiée de linguistique interne. Et la linguistique de la parole, c'est une linguistique externe. Voilà. Donc, la distinction linguistique interne, linguistique externe, ou la linguistique de la langue et la linguistique de la parole, s'opère à la lumière de la distinction entre les notions de langue et de parole. C'est tout simplement ça. Donc, tout revient, si vous voulez, à ce duo conceptuel fondamental, langue-parole. Donc, la linguistique de la langue est une branche de la linguistique générale qui traite tout ce qui concerne le système. La linguistique de la parole traite tout ce qui concerne la parole ou le discours. Donc, linguistique interne, nous avons dit, alors en linguistique, le terme interne renvoie tout simplement à tout ce qui concerne le système et les règles. Langue, ou la langue, est un système qui ne connaît que son ordre propre. Ça, c'est de Saussure. Pour illustrer cette idée, Saussure avance l'exemple du jeu d'échecs. Si remplacer une pièce de bois ou des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système. Mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la grammaire du jeu. Donc, la règle ou la réglementation du jeu. Donc, la grammaire, ou la linguistique interne, c'est beaucoup plus une linguistique qui concerne, si vous voulez, le système, les règles. Linguistique externe, c'est quoi? C'est beaucoup plus l'étude des relations qui peuvent exister entre l'histoire et la langue, les races, etc., selon de Saussure, les mœurs, ou les mœurs, comme vous voulez, d'une nation ont un contre-coup sur sa langue. Et d'autre part, c'est dans une large mesure la langue qui fait la nation. Alors, les relations, j'ai dit, entre la langue et l'histoire, la relation entre la langue et l'histoire politique, par exemple, les conquêtes, ce que vous voulez, les rapports entre la langue et les institutions, alors ce qu'on qualifie aujourd'hui, on peut qualifier pour politique linguistique, ça c'est une branche, un objet qui intéresse la linguistique de la parole, les rapports entre la langue et la géographie, plein d'autres objets. Tout ça, ça représente ce que de Saussure qualifie de linguistique externe. Et donc j'arrive un petit peu au point où je complète un petit peu mon schéma de départ. J'ai dit linguistique générale, ça se scinde en deux branches, linguistique de la langue et linguistique de la parole. Mais dans les deux branches, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Par exemple, la linguistique de la langue, nous avons la phonologie, la syntaxe, la sémantique, la lexicologie. Ce sont toutes des branches de la linguistique de la langue. Et la linguistique de la parole, vous avez la phonétique, l'analyse du discours, la sociolinguistique, la pragmatique, etc. Et j'attire toujours l'attention des étudiants lorsque je fais ce cours. Je leur dis, voilà, lorsque vous étiez en licence, par exemple, vous faisiez les modules de linguistique, modules de syntaxe, par exemple, les modules de phonétique, par exemple. Mais vous ne savez pas que syntaxe et phonétique n'étaient pas, si vous voulez, au même niveau de linguistique. La linguistique, c'est la science mère, si vous voulez, de la phonétique et de la syntaxe. Ça, si vous voulez, on n'explique pas aux étudiants assez, à mon goût. Hein. Je trouve que les étudiants ne maîtrisent pas ce point, alors que c'est très important. Lorsque vous avez un module de grammaire, syntaxe, module de phonétique et module de linguistique, les fondamentaux font que les étudiants doivent savoir que phonétique et syntaxe sont des sous-branches, alors même pas des branches, des sous-branches de la linguistique générale. Donc, ce qui fait que, voilà, ça améliorera, si vous voulez, la vision générale des choses chez les étudiants, ça c'est clair. Voilà. Donc, j'ai commencé par le commencement. Maintenant, si vous voulez, j'ai terminé le tour un petit peu des notions fondamentales qui concernent mon cours. Maintenant, je vais essayer de commencer par voir un petit peu les notions qui concernent directement mon séminaire. Donc, analyse de discours. Il y a analyse de discours, nous avons le concept de base, c'est le discours, ça c'est clair. Et donc, commençons par présenter la notion de discours. Donc, le discours,
Deux points. Pour cerner la notion de discours dans une définition, je propose d'exposer deux visions de deux linguistes différents. Alors là, c'est ma propre méthodologie dans le jeu. Donc, pour définir la notion de discours, moi, je vais m'appuyer sur Mengno et Elias Sarfati. D'accord. Et donc, ces deux théories, il y a plein d'autres définitions, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est Mengno et Elias Sarfati dans les deux définitions. Donc, pour Mengno, le discours se définit dans deux acceptions différentes. Il y a deux définitions, deux acceptions du discours. Alors, une acception linguistique et une autre non linguistique. Bon. On va commencer par la linguistique. Dans le cas de la linguistique, Mengno fait remarquer que le discours est une notion instable. Déjà, il y a un problème définitionnel. Rien qu'à son emploi, on peut recenser des acceptions différentes. Donc, le discours comme substantif non comptable, le discours. Exemple, le discours, structure, nos croyances. Deux, nous avons le discours comme substantif comptable. Ici, nous avons les discours. Par exemple, les discours s'inscrivent dans des contextes. Et donc, chez Mengno, on commence par remarquer une chose. Il y a un emploi substantif et un emploi, si vous voulez, un emploi comptable et un emploi non comptable. Vous avez l'emploi de discours et vous avez l'emploi de des ou les discours. Alors, ça diffère, énormément différent. Et on va voir la différence se situe où. Donc, nous proposons de procéder à une définition de la notion de discours en l'opposant avec le concept de langue. Donc, la première des définitions, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, le mot discours peut se définir en opposition, si vous voulez, avec langue. Dans ce cas, c'est ce que nous avons vu il y a quelques instants, langue-parole. C'est la même chose, on est dans la même acception. Donc, discours-langue. Cette opposition s'explique à la lumière de dichotomie langue-parole. Les deux notions de discours et de parole sont symétriquement synonymes. Ce sont deux concepts qui renvoient à la même réalité. La production langagère. Je viens de parler ou je viens de savoir. Deuxième possibilité de définition, nous avons discours vs phrase. Alors, le discours se définit par rapport à la phrase aussi, par opposition, versus, par opposition à la phrase. Là, on va utiliser beaucoup plus l'article de Harris, Discourse Analysis, où il développe une définition de la notion de discours comme étant un élément, une réalité transphrastique. Alors, c'est beaucoup plus dans l'article de T. Harris, Discourse Analysis, en 1952, qui a développé une conception du discours comme une unité transphrastique. Donc, le discours, c'est une unité qui dépasse la phrase transphrastique. Cela revient à dire que le discours est un enchaînement d'une multitude, un enchaînement et une multitude de phrases. Donc, discours n'équivaut jamais à une phrase. C'est pas une phrase. C'est une réalité plus développée, plus importante que la phrase. Voilà, transphrastique, qui dépasse la phrase. Troisième possibilité de définition aussi, là, on va s'arrêter. Cette définition, on va la trouver après. On va voir les écoles et les tendances en analyse du discours. Alors, discours-texte. Vous allez voir que discours-texte, comment dire, il y a beaucoup de définitions de la notion de discours qui associent cette notion à la notion de texte. Pour eux, pour ces visions-là, le mot discours renvoie tout simplement au texte. Donc, selon Sarfati, la notion de texte renvoie à un objet empirique de l'analyse du discours. Un ensemble suivi, d'énoncés qui constitue un propos. Donc là, on n'est pas sorti un petit peu du cadre de la définition de Harris quand on dit un ensemble suivi, un ensemble d'énoncés, d'accord, qui sont rattachés l'un à l'autre, et qui constitue un propos. La notion de discours renvoie quant à elle. Pardon, ça c'est la notion de texte. La notion de texte renvoie à un objet empirique de l'analyse du discours, un objet qui intéresse l'analyse du discours. Et le texte, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos. La notion de discours renvoie quant à elle. Alors, un objet de connaissance de l'analyse de discours désigne l'ensemble des textes considérés en relation avec leurs conditions historiques. Là, c'est la première définition. Alors, discours et texte, selon Sarfati, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le discours, c'est un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos. Alors que, ça c'est texte, un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos. Alors que le discours, c'est quoi? Le discours, c'est tout simplement un objet de connaissance dans l'analyse du discours. Mengno avance la relation entre texte et... Voilà, c'est là où on parle de la... Pour Sarfati, c'est clair, on est en train de faire le distinguo, si vous voulez, entre texte et discours. Pour Mengno, là, on va essayer de souligner un petit peu en quoi il y a un rapprochement entre texte et discours. Donc, la relation entre texte et discours est très différente si l'on associe à un ensemble de textes un seul discours, ou à chaque texte un discours. Dans le premier cas, les discours existent au-delà des textes particuliers dont ils sont composés. Dans le second cas, c'est celui où un texte répond à un discours.
Dans sa définition hein, des limitations du domaine, Sarfati rappelle que la notion de discours s'inscrit dans deux visions linguistiques différentes. La première, là on est en... Alors, juste pour rappel, pour qu'on soit méthodique un petit peu, là on était avec la définition de Mengno 1. Donc Mengno, qu'est-ce qu'il propose comme définition? Donc il définit la notion de discours en opposition avec trois concepts, langue, phrase et texte. Maintenant on passe à Sarfati. Donc Sarfati rappelle beaucoup plus que la notion de discours s'inscrit dans deux visions linguistiques différentes. La première, classique, c'est pas comme Mengno qui vous dit ça s'inscrit dans deux visions. La première, elle est comptable, la deuxième, elle est non comptable. Sarfati vous dit une vision un petit peu classique qui se décrit plus dans la dichotomie langue-parole. Ça, c'est la vision classique, d'accord? Où on développe directement un rapprochement entre les notions de discours et la parole. En vérité, Sarfati, on vous dit, pense que la notion de discours est complètement absente dans le cours de linguistique générale et chez De Saussure. Au regard de ces orientations fondatrices, le concept de discours fait figure de troisième terme absent, tiers exclu. La seconde vision libère le discours de l'isolation imposée par l'opposition dont on parle. Alors là, je rejoins un petit peu mon propre avis, je rejoins un petit peu Sarfati par rapport à cette idée. Si vous voulez, l'opposition à la dichotomie langue-parole, langue-discours, elle emprisonne un petit peu la notion de discours. Donc la deuxième vision vous dit, on sort un petit peu de cette logique, où on oppose le social à l'individuel, etc., pour aborder et directement définir la notion de discours dans d'autres cadres comme ceux de l'interaction, de la subjectivité, dans plein de champs. Donc, Sarfati explique qu'à cause d'un usage incontrôlé, il est admis de nos jours que les concepts de parole et de discours sont interchangeables ou synonymiques. Alors, voilà, Sarfati est contre le fait de dire c'est synonyme. Dans l'esprit de CLG, comme dans l'élaboration ou les élaborations ultérieures, qui s'en réclament, la démarcation soigneusement entretenue par Saussure entre une unité caractéristique du fonctionnement collectif du langage, du système de la parole, et une unité directement corrélée à l'expérience individuelle, la parole, interdit a priori toute identification de ces deux concepts, parole et discours. On dit c'est pas la même chose. Hein. Surtout si l'on suggère que le champ d'investigation désigné par le discours prend en charge un horizon de recherche qui fait droit à l'interface. Voilà, qui fait droit à l'articulation des productions langagères. Donc, l'analyse discours, alors, avant de passer au point aperçu historique, donc, pour nous, le discours se définit de plusieurs manières. Nous avons pris deux possibilités. La première, c'est celle de Mengno, où il définit le discours comme, si vous voulez, sur plusieurs plans. Il le définit, le discours peut se définir en opposition avec langue. 2, il le définit par opposition à phrase. Et 3, il le définit par opposition à texte. Alors, pour Sarfati, il vous dit, ça existe, une définition de discours par opposition à langue, mais lui, il est contre. Donc, la seconde vision, beaucoup plus, elle libère, si vous voulez, la notion de discours. Voilà. Donc, je passe directement, après avoir présenté la notion de discours, je passe directement au deuxième point qui nous intéresse le plus. D'accord? Et je termine avec le premier. Bon, le premier, c'est une présentation des notions fondamentales plus une présentation de la notion de discours.